Il n'avait jamais ressenti le manque, jusqu'à ce qu'une inconnue lui fasse pleurer devant le Louvre. Mais avant de continuer cette histoire émouvante, abonnez-vous dès maintenant pour ne manquer aucun de nos récits. Et dites-nous dans les commentaires, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? Le matin était tiède, presque immobile, comme suspendu dans une toile d'attente. Le Louvre, imposant et silencieux malgré les pas précipités des passants, s'élevait comme un témoin d'innombrables histoires jamais racontées. Sur le parvis, entre deux colonnes de pierre et les ombres des statues éternelles, une jeune femme aux cheveux tirés en arrière s'installait, comme chaque jour, sur son petit banc de bois vieilli. Elle sortait avec soin un violoncelle, dont le vernis craquelé racontait une vie de rue, de voyage, de luttes invisibles. Elle s'appelait Naïma. Personne ne lui demandait jamais son prénom, mais elle le murmurait à son instrument chaque matin, comme une promesse. Ses doigts, couverts de cale, ajustaient les cordes avec la précision d'un cœur habitué à parler sans mots. Elle fermait les yeux. Le monde pouvait bien s'écrouler autour d'elle, mais tant que l'archet glissait, elle survivait. Et puis, le premier accord, une note grave, vibrante, presque douloureuse, fendit l'espace. Les talons s'arrêtèrent un instant. Un enfant lâcha la main de sa mère. Un pigeon s'envola brusquement, dérangé par quelque chose d'invisible. Dans une Bentley noire, garée non loin, un homme venait tout juste d'ouvrir la portière. Il s'apprêtait à entrer dans un des hôtels les plus chers de Paris, téléphone. Un collet à l'oreille, regard ailleurs. Il s'appelait Arthur Valmont, et tout le monde croyait qu'il avait tout. Et pourtant, à cette seconde précise, quelque chose en lui s'effondra sans prévenir. Il s'immobilisa. Le téléphone glissa. Doucement de son oreille, il leva les yeux et vit elle. Elle jouait comme on respire, comme on pleure, comme on aime sans jamais avoir appris. Chaque note semblait puiser dans une douleur ancienne, trop familière. Il ne comprenait pas. Il ne savait même pas pourquoi ses jambes avançaient toutes seules, pourquoi il traversait la place, pourquoi il s'approchait, de plus en plus près, comme si une force invisible l'aspirait vers cette étrangère. Elle ne l'avait pas vue, elle ne voyait personne, elle jouait. Il s'arrêta à quelques mètres. Il aurait pu reculer, partir, reprendre sa vie réglée au millimètre près. Mais au lieu de cela, il sentit ses yeux picoter. Et puis, une larme, inexplicable, incontrôlable. Arthur Valmont, que rien n'avait jamais ému, pleurait. Une note aiguë, presque désespérée, s'éleva dans l'air, résonna contre les Dilnzak, pierre du Louvre, et se brisa quelque part dans sa poitrine. Il ne pouvait pas détourner les yeux, pas maintenant. Quelque chose venait de se réveiller, quelque chose qu'il croyait mort depuis toujours. Et c'est à ce moment-là, alors, qu'il pensait n'être qu'un spectateur, qu'elle leva soudainement les yeux et le fixa, droit dans l'âme. Elle s'arrêta de jouer, elle avait senti sa présence, et dans ce silence brutal, suspendu entre deux mondes, elle murmura simplement « Pourquoi pleurez-vous » Le cœur d'Arthur s'emballa. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il ne le savait pas encore. Mais cette question allait tout changer, et elle n'allait pas le poser une seule fois. Il resta un instant figé, incapable de répondre. Comme si les mots, d'ordinaire si dociles sous sa langue, lorsqu'il parlait en réunion, en négociation, en stratégie, s'étaient soudainement évaporés. La jeune femme le regardait sans attendre une réponse précise. Ce n'était pas une curiosité mal placée, mais une question posée depuis un endroit que peu de gens connaissent. Un endroit qui sait reconnaître la tristesse, même dans les silences les mieux habillés. Arthur Valmont, pourtant habitué à dominer toutes les conversations, sentit pour la première fois qu'il n'était pas en position de force. Il s'éclaircit, la gorge, essuya d'un revers discret la larme qui avait trahi son émotion, puis souffla simplement. « Je ne sais pas. » Elle le fixa encore quelques secondes, puis, sans rien dire de plus, reprit son archet. Elle entama une variation de la mélodie précédente, plus douce, comme si elle jouait pour lui seule, pour apaiser une douleur qu'elle n'avait pas causée, mais qu'elle devinait. Autour d'eux, le monde reprit doucement sa course. Les touristes reprirent leurs photos, les enfants coururent derrière les pigeons, les voitures passèrent. Mais Arthur, lui, ne bougeait pas. Il n'était plus ce PDG inatteignable.
Il était juste un homme. La musique s'éteignit lentement. Puis elle rangea son violoncelle, le déposa délicatement dans son étui comme on borde un enfant. Elle se leva, tira légèrement sur sa veste élimée et s'apprêta à partir. « Attendez, dit-il, presque trop fort. » Elle se retourna. Leurs regards se croisèrent à nouveau. Il s'avança de quelques pas. Ce morceau, d'où vient-il? Elle haussa légèrement les épaules, un peu méfiante, un peu surprise. « C'est une composition personnelle, » répondit-elle. Inspiré d'un vieux vinyle que ma mère faisait tourner quand j'étais enfant, il sentit un vertige le traverser. Un vieux vinyle. L'image était trop précise. Il la voyait, sa mère à lui, dans le salon de leur appartement haussmannien, un verre de vin à la main, les yeux fermés, un sourire fugace sur les lèvres. Et ce disque, ce morceau, exactement celui-là, ou presque. Votre mère, elle s'appelait comment? Elle fronça les sourcils. Ce n'était pas une question banale, pas une question qu'un inconnu pose sans intention. Elle hésita, puis répondit doucement. Aïcha, Arthur blêmit légèrement. Il se força à sourire, pour ne pas l'effrayer. « Et vous ?» demanda-t-elle. « Vous êtes musicien ?» Il secoua la tête. « Non, enfin, j'ai appris un peu enfant. Le piano, mais je n'ai jamais joué en public. » Elle le regarda avec une forme de tendresse désarmante, comme si elle avait déjà compris quelque chose sur lui, quelque chose qu'il refusait de s'avouer. « Alors, vous savez, dit-elle, la musique, quand elle est vraie, elle trouve toujours un chemin, même dans le silence. » Elle s'éloigna, laissant derrière elle un homme debout au milieu d'une place parisienne, le cœur transpercé par des cordes qu'il n'avait jamais su accorder. Il la regarda partir, incapable de faire un pas. Le monde l'avait toujours écouté, mais lui n'avait jamais vraiment écouté personne. Ce soir-là, dans son appartement luxueux donnant sur la Seine, il fit quelque chose d'inédit. Il chercha, au fond d'un placard, une boîte poussiéreuse qu'il n'avait pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, un vieux vinyle. La jaquette était abîmée, presque illisible. Mais les premières notes gravées sur le disque, il les connaissait par cœur. Il posa le vinyle sur la platine, ferma les yeux. La mélodie s'éleva, familière. Et pourtant, quelque chose manquait. Une nuance, une émotion. Et c'est là qu'il comprit ce qu'il avait entendu devant le Louvre. Ce n'était pas une simple reprise, c'était une mémoire recomposée. Une musique née de la douleur, de l'absence, de la vie. Une musique vivante. Il ouvrit les yeux, il devait la revoir, car si elle jouait pour survivre, lui, pour la première fois, ressentait le besoin vital d'écouter. Et peut-être d'apprendre à vivre autrement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'elle aussi, en rentrant chez elle ce soir-là, avait murmuré à son violoncelle « Pourquoi lui? Pourquoi maintenant ?» Et cette question allait changer bien plus que leur solitude. Le lendemain, Paris s'éveillait lentement sous une lumière pâle de fin d'hiver. Les rues, encore mouillées par la pluie de la nuit, reflétaient les silhouettes pressées de passants emmitouflés dans leurs manteaux. Au cœur de ce mouvement effervescent, un homme descendait les marches d'un immeuble haussmannien avec une lenteur inhabituelle. Arthur Valmont. Il ne prit pas sa voiture avec chauffeur, comme à l'accoutumée. Il marcha, traversant les rues, comme un étranger dans sa propre ville, perdu dans une bulle de souvenirs qui, la veille encore, semblait appartenir à un autre homme. Chaque pas le ramenait à elle, à cette mélodie, à cette étrange sensation d'avoir touché, l'espace d'un instant, quelque chose de vrai, de fragile, d'irréversible. Arrivé devant le Louvre, il scruta la place. Elle n'était pas là. Le banc de bois était vide, comme si tout ce qu'il avait vécu la veille n'était qu'un mirage. Pourtant, il resta. Il s'assit. Il attendit. Les minutes devinrent des heures. Les touristes se succédèrent, des enfants jouèrent autour de lui. Une marchande de crêpes tenta de lui vendre un chocolat chaud qu'il refusa d'un geste distrait. Mais elle ne venait pas, alors il se leva. Et pour la première fois, il alla vers le monde au lieu de le laisser venir à lui. Il se rendit au quartier des artistes, non loin de la place du Tertre.
demanda aux passants, aux musiciens de rue, aux vendeurs de vinyles. Décrivit une jeune femme noire, aux cheveux attachés dans un foulard coloré, au regard doux mais lointain, au violoncelle aussi abîmé que précieux. « Ah oui !» répondit une vieille bouquiniste près de la scène. « Elle joue parfois ici, mais pas souvent. Elle est comme le vent, elle passe, elle touche, et puis elle disparaît. » Déçu mais pas découragé, Arthur poursuivit sa quête. Il passa plusieurs jours à parcourir les rues, les ponts, les places. Son assistant personnel s'inquiéta, son agenda s'écroula, des réunions furent annulées, des actionnaires alarmés, mais Arthur ne s'expliqua à personne, car ce qu'il cherchait ne pouvait se dire en mots. Et puis, une fin d'après-midi, alors que le soleil mourait sur les toits de Paris, il entendit à nouveau cette musique, plus loin cette fois, plus basse, plus intime. Il suivit le son comme un homme assoiffé suit une source invisible. Et là, dans une petite cour cachée derrière un théâtre abandonné, elle était là. Assise sur un rebord de pierre, les yeux fermés, jouant pour un public inexistant. Ou peut-être pour un souvenir, ou pour oublier. Il resta dans l'ombre, n'osant pas l'interrompre. Et lorsque la dernière note s'éteignit, elle rouvrit les yeux. Elle le vit, elle ne fut pas surprise, comme si elle l'attendait. « Vous m'avez trouvé », dit-elle simplement. Il s'avança, les mains dans les poches, incapable de retenir. Un sourire. « J'ai suivi la musique », répondit-il. Elle baissa les yeux, presque gênée. Puis, relevant la tête, « Pourquoi ?» Il resta silencieux un instant, puis souffla, « Parce que c'est la seule chose que j'ai entendue depuis longtemps et que j'ai crue. » Elle le scruta, cherchant l'ombre du mensonge dans ses pupilles. N'en trouva aucune. Alors elle fit un geste vers la place libre à côté d'elle. « Asseyez-vous », il s'assit. Elle reprit son violoncelle, mais cette fois, elle ne joua pas. Elle le posa entre eux deux, un pont silencieux. « Vous savez, dit-elle, je n'ai pas toujours été dans la rue. » Elle raconta son enfance dans une banlieue oubliée, sa mère atteinte de surdité, qui lui enseigna la musique non pas par le son, mais par les vibrations, le rythme du cœur, les mouvements de l'âme. Elle raconta les années de conservatoire avortées par manque de moyens, les rêves suspendus, et puis ce jour où elle décida que si elle ne pouvait entrer dans les salles de concert, elle amènerait la musique là où les portes restaient ouvertes, dans la rue. Arthur écoutait, absorbé. Chaque mot d'elle creusait en lui un espace nouveau, un vide qui n'appelait pas le luxe ni le pouvoir, mais la vérité. Et lorsqu'elle eut fini, il dit « Je voudrais que vous jouiez ». Ailleurs, elle le regarda intriguée. « Où ? Chez moi. Pour moi. Juste une fois. » Elle sourit un peu moqueuse. « Et pourquoi ferais-je ça ?» Il hésita, puis répondit, les yeux dans les siens. « Parce que je ne veux pas vous acheter. Je veux vous écouter. » Le silence qui suivit fut plus éloquent que n'importe quelle symphonie. Et ce soir-là, pour la première fois, elle accepta de le suivre. Pas pour l'argent, pas pour la curiosité, mais pour ce qu'elle avait vu dans son regard. Car parfois, un cœur endormi peut encore entendre. Et cette nuit-là, c'était à son tour de tendre l'oreille. Mais une présence discrète les observait, tapis dans l'ombre. Une présence qui ne voulait pas que le passé soit réveillé. Ce soir-là, le ciel de Paris avait troqué ses nuances grises contre une étoffe bleue marine, tissée d'étoiles timides. Le vent soufflait doucement sur les quais, caressant les vitres du loft d'Arthur, situé à l'étage supérieur d'un ancien immeuble industriel reconverti face à la Seine. L'intérieur était vaste, presque trop vaste. Meubles minimalistes, œuvres d'art accrochées comme des trophées sur des murs immaculés, silence précieux, interrompu uniquement par le tic-tac d'une horloge ancienne. Assise au centre de la pièce, sur un tapis de laine épaisse, elle tenait son violoncelle entre les genoux. La jeune femme ne disait rien. Elle caressait les cordes, comme pour en apprivoiser la voix. Arthur, debout près du piano à queue, l'observait. Il n'avait jamais ramené personne ici, encore moins une inconnue de la rue. Mais ce soir, rien ne ressemblait à sa vie d'avant. « Vous pouvez jouer ce que vous voulez, dit-il doucement. Je veux simplement écouter. » Elle ferma les yeux. L'archet s'éleva.
et la première note résonna, pure, fragile, presque timide. Puis une autre, et une autre encore. C'était une composition différente de celle qu'il avait entendue au Louvre, plus mélancolique, moins structurée, comme un murmure intérieur. Arthur s'assit lentement sur le banc du piano, les mains posées sur les genoux, le souffle suspendu. Il n'avait pas entendu quelque chose d'aussi sincère depuis toujours peut-être. La musique envahit l'espace comme une brume chaude. Les murs froids semblaient s'adoucir. Les meubles perdaient leur arrogance. Tout autour d'eux se métamorphosait. Et dans ce moment suspendu, Arthur comprit. Ce n'était pas elle qui jouait chez lui. C'était lui qui, pour la première fois, entrait dans le monde de quelqu'un d'autre. Lorsqu'elle termina, un silence lourd tomba. Puis il murmura « C'est comme si vous jouiez avec votre âme ». Elle rouvrit les yeux mais ne sourit pas. « Parce que je n'ai que ça à offrir, monsieur Valmont ». Il secoua la tête, les yeux brillants. « Ne m'appelez pas monsieur Valmont. Appelez-moi Arthur ». Elle le regarda longuement puis hocha la tête à peine. « Très bien, Arthur ». Il se leva, marcha lentement vers le bar et servit 2 verres d'un vin rouge profond. Elle accepta le sien sans un mot. Ils trinquèrent sans raison particulière, juste pour marquer le silence. Le lien. « Pourquoi m'avez-vous suivi » demanda-t-elle soudain. Arthur prit une gorgée, hésita, puis répondit « Parce que votre musique m'a ramené à quelque chose que j'avais oublié. Ma mère !» Un vieux disque qu'elle écoutait en boucle quand j'étais enfant, la même mélodie, les mêmes silences entre les notes. Elle le fixa, surprise. C'était une vieille chanson populaire. Peu de gens la connaissent aujourd'hui. Ma mère me la chantait, enfin elle me la fredonnait. Même sourde, elle sentait les vibrations. Elle me disait que certaines mélodies n'ont pas besoin de mots. Arthur sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. La mienne disait exactement la même chose. Ils restèrent là, l'un en face de l'autre, à partager un souvenir qui, jusqu'à ce soir, semblait appartenir à 2 mondes séparés. Puis, elle brisa à nouveau le silence. « J'ai un doute. Sur quoi ? Ce que vous cherchez. Est-ce que c'est moi ou ce que je vous rappelle ?» Arthur ne sut quoi répondre immédiatement. Il posa son verre, se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée et contempla les lumières de Paris. Puis il se retourna. « Ce que je cherche, c'est ce que j'ai ressenti quand je vous ai entendu. Un vertige, une faille, quelque chose que tout l'argent du monde n'a jamais pu m'offrir. » Elle se leva à son tour, rangea son violoncelle et déclara d'une voix calme « Alors ne cherchez pas en moi ce que vous devez réveiller en vous. » Et elle partit. Arthur ne tenta pas de la retenir. Il la regarda franchir la porte, descendre les marches, disparaître dans la nuit parisienne. Mais quelque chose avait changé. Il le savait. Elle aussi. Le lendemain, il se leva avant l'aube. Il enfila un vieux manteau, prit un carnet et marcha. Il écrivit des pensées, des souvenirs, des mots qu'il n'avait jamais osé poser. Il passa la journée à errer, puis rentra chez lui, transformé. Mais en allumant la télévision, un flash info attira son attention. Une photo d'eux, 2 prises à la volée, apparaissait sur l'écran. On les voyait côte à côte, dans la cour du théâtre abandonné. Le titre barrait l'image en lettres rouges. Le milliardaire et la violoncelliste de rue, romance ou scandale. Et dans les coulisses de ce monde de luxe qu'il avait vu, certains n'étaient pas prêts à le laisser partir aussi facilement. Le vent de Paris s'était chargé d'une tension étrange ce matin-là. Les unes des journaux en ligne clignotaient sur tous les écrans. Scandale sentimental, le roi des affaires cède à une musicienne de rue. Les photos capturées à la sortie de l'immeuble d'Arthur n'étaient ni vulgaires, ni compromettantes. Mais leur cadrage, le regard intense entre eux, le violoncelle à l'épaule, tout avait été interprété, déformé, exagéré. Arthur était dans son bureau au dernier étage de la tour Valmont, debout, face aux vitres, les bras croisés derrière le dos. Son téléphone vibrait sans cesse. Les appels s'enchaînaient. Son avocat, le conseil d'administration, sa sœur, même son père. Il n'avait répondu à aucun, puis une voix s'éleva derrière lui, froide, tranchante. « Tu veux vraiment faire tout ça s'écrouler à cause d'une
Joueuse de rue, c'était Juliette, sa demi-sœur. Élégante, calculatrice, héritière par procuration mais jamais par émotion. Elle claqua son sac sur la table, sans attendre son accord. « Tu devais présider le gala du Fonds Valmont ce week-end. On a des investisseurs d'Abu Dhabi, d'Hong Kong, même de Londres. Et toi, tu joues les poètes, tu marches pieds nus dans les souvenirs d'enfance. Réveille-toi. » Arthur la fixa longuement. Sa mâchoire se contractait. Il inspira. « Je ne joue pas, je vis. » Elle éclata d'un rire sec. « Non, tu détruis. » Il ne répondit pas. Il se contenta de lui tourner le dos, de nouveau face à la ville, puis d'ajouter calmement « Je n'ai jamais eu peur de perdre ce que je n'ai jamais vraiment voulu. » Juliette, déstabilisée, comprit que quelque chose lui échappait. Il n'était plus ce frère docile, protecteur de l'image familiale. Il était ailleurs, connecté à autre chose, à quelqu'un. Pendant ce temps, elle, la violoncelliste, était sur le trottoir en face du Louvre, mais sans son instrument. Elle tenait un papier officiel entre les mains. Interdiction temporaire de jouer sur la voie publique pour trouble à l'ordre. Motif fallacieux, conséquence directe du scandale. Elle n'avait pas pleuré, pas crié. Elle s'était contentée de respirer profondément, comme sa mère le lui avait appris. Quand on veut t'éteindre, joue plus fort, même en silence. Mais ce jour-là, le silence avait gagné. Elle rentra chez elle, un petit studio sous les toits, aux escaliers raides et aux poutres grinçantes, et posa son violoncelle dans un coin. Il la fixait comme un compagnon blessé. Elle évita. Son regard, le lendemain, dans l'ombre d'un café anonyme du Marais, elle retrouvait une femme âgée aux lunettes cerclées d'or. Son ancienne professeure de conservatoire, la seule qui avait cru en elle. Elle lui tendit une lettre. « C'est une offre, dit la vieille femme, pour intégrer l'ensemble philharmonique de Bordeaux. Une tournée de 6 mois, rémunérée, logée, protégée. » Elle hésita. « C'est peut-être le moment de recommencer, non ?» La violoncelliste baissa les yeux. « Oui, mais recommencer quoi ? Fuir ?» La professeure posa une main sur la sienne. « Recommencer à croire. » Pendant ce temps, Arthur prenait une autre décision. Il convoqua le conseil d'administration dans une salle sans miroir, sans dossier, sans projection. Il entra, seul, sans costume, en jeans et veste de cuir. Les murmures cessèrent. « Je ne suis pas ici pour me justifier. Je suis ici pour vous dire que je quitte la présidence, temporairement, indéfiniment, peut-être définitivement. » Une clameur s'éleva. Cris, objections, menaces à peine voilées. Mais il les arrêta d'un simple geste. « J'ai passé ma vie à bâtir une forteresse pour me protéger du manque. Aujourd'hui, je veux apprendre à vivre avec lui. » Il signa les documents de délégation de pouvoir, posa son stylo avec calme et quitta la pièce sous les regards stupéfaits. Dans l'ascenseur, il souriait pour la première fois depuis des années, mais dehors, une autre réalité l'attendait. Des photographes, des journalistes, des rumeurs amplifiées. On parlait maintenant de trafic d'influence, de manipulation émotionnelle, de favoritisme artistique. Tout devenait flou, toxique, et surtout, elle avait disparu. Arthur engagea un détective privé. Il retourna sur les lieux où elle jouait. Il interrogea des marchands, des enfants, des sans-abri. Mais personne ne l'avait revue depuis 2 jours, jusqu'à ce qu'un vieil homme, vendeur de journaux, lui tende une carte, un programme de concert. Le nom de la musicienne y figurait, en toute petite ligne. Violoncelliste invité, ensemble éphémère, Bordeaux, samedi 20h. Arthur la serra entre ses doigts. Il savait ce qu'il avait à faire. Il regarda son chauffeur. « Prépare la voiture et mets le GPS sur Bordeaux. » Mais il ne savait pas encore que ce voyage allait réveiller un souvenir enfoui depuis des décennies. Un souvenir capable de tout renverser. Les pneus crissèrent doucement sur le bitume encore humide alors que la berline noire franchissait les limites de la ville de Bordeaux. Le ciel était couvert, chargé de ces nuages bas et lourds, que l'on croise souvent sur les routes du sud-ouest de la France. Arthur observait le paysage défiler sans vraiment le voir. Son esprit était ailleurs, suspendu à une seule pensée. Allait-elle jouer ce soir? Et surtout, jouerait-elle pour lui?
Dans sa poche intérieure, il gardait toujours le programme, œil froissé. Chaque ligne en était désormais gravée dans sa mémoire. Mais ce n'était pas le nom du groupe, ni l'adresse du théâtre de quartier qui le troublait. C'était cette ligne discrète, presque cachée en bas, violoncelliste invité, M. Pas de nom complet, juste une initiale, comme si elle voulait être là, sans vraiment y être. Le théâtre en question, modeste, était logé dans une rue étroite, bordée d'immeubles de pierre ocre. Il n'y avait pas de tapis rouge, pas de caméra, juste des gens, de vrais gens, des familles, des étudiants, des retraités. Ils faisaient la queue calmement, billets à la main, chuchotant, en souriant. Arthur se sentait étranger dans cet univers. Lui habitué aux soirées caritatives, où chaque siège était réservé à un portefeuille bien garni. Mais ce soir, il n'était pas un patron. Il n'était pas un Valmont. Il était un homme qui voulait comprendre pourquoi une mélodie, jouée par une femme qu'il connaissait à peine, avait fissuré l'armure qu'il portait depuis l'enfance. À l'intérieur, la salle était sobre. Des fauteuils de velours rouge un peu usés, un éclairage chaud, une scène petite mais vivante. L'orchestre se préparait déjà. Des musiciens ajustaient leurs partitions, accordaient leurs instruments, et puis elle entra, pas comme une star, pas comme une invitée d'honneur. Elle entra comme elle avait toujours joué, discrète, concentrée, entière. Elle portait une robe noire simple, des chaussures plates, et ses cheveux étaient relevés en un chignon lâche. Ses yeux ne croisèrent pas ceux d'Arthur, bien qu'il se soit installé au 3e rang, au centre. Il l'observait, figé, comme on observe un mirage dont on craint qu'il disparaisse au moindre souffle. Le chef d'orchestre leva la main. Le silence tomba, lourd, respectueux, et la musique commença. Pas de grande symphonie, pas de partition célèbre, juste une composition originale, collective, construite autour d'émotions partagées. Et quand vint son tour, elle joua. Mais, cette fois, ce n'était plus seulement la musique qui parlait, c'était elle. Chaque note vibrait comme une confession. Un aveu silencieux, une blessure qu'elle pensait. Là, devant tout le monde, sans honte. Arthur sentit sa gorge se serrer. Ce n'était plus la mélodie de son enfance. Ce n'était plus celle de sa mère, ni celle du vinyle poussiéreux. C'était la sienne, à elle. Recréée à partir d'un souvenir commun, mais transfigurée par la douleur, la résilience et une forme d'amour qu'il ne connaissait pas encore. Quand le dernier accord résonna, il y eut un silence, long. Puis un tonnerre d'applaudissements. Elle se leva, salua brièvement et quitta la scène sans un regard pour le public. Arthur bondit de son siège. Il sortit en courant, contourna le théâtre, la chercha des yeux dans la petite ruelle latérale, et il la vit, seule, assise sur une marche, en train de ranger son archet avec des gestes lents. « Pourquoi cette musique ?» demanda-t-il sans un préambule. La voix plus tremblante qu'il ne l'aurait voulu. Elle leva les yeux, sans surprise. Comme si elle avait su qu'il viendrait, parce qu'elle ne m'appartient plus. Elle appartient à tous ceux qui ont un vide en eux, et qui veulent le remplir avec autre chose que du bruit. Arthur s'approcha lentement. Il s'assit à côté d'elle sans un mot. « Tu t'es fait du mal en venant ici » dit-elle doucement. « Non, j'ai arrêté de m'en faire en restant là-bas. » Un silence s'installa. Puis elle reprit. « Tu crois que la musique peut tout réparer ?»« Non, mais elle peut tout révéler. » Elle le fixa longuement. Et dans ce regard, il y avait autre chose. Une histoire qu'elle n'avait jamais racontée. Un lien qu'il n'avait pas encore compris. Elle se pencha alors vers son sac. En sortit une photo ancienne, pliée, un peu floue. On y voyait une jeune femme blonde, au sourire doux, en train d'écouter une petite fille jouer du violoncelle dans une salle d'école. « C'est elle », dit-elle. Arthur sentit le sol se dérober, sous ses pieds, car cette femme, c'était sa mère. Elle venait tous les mercredis. Elle me disait que j'étais le son qu'elle n'avait jamais trouvé dans sa propre maison. Il serra les dents. Le cœur battant. « Pourquoi tu ne me l'as jamais dit ?» Parce que moi-même, je ne le savais pas, jusqu'à ce que je retrouve cette photo, il y a 2 jours. Et soudain, tout prenait sens. Le regard de sa mère dans le vide, les soirées,
Silencieuse au piano, la mélodie jouait en boucle, comme un regret. Elle avait aimé cet enfant, peut-être plus qu'elle n'avait jamais pu le montrer à son propre fils. Arthur sentit une larme rouler sur sa joue. Il ne la chassa pas et, pour la première fois, il n'y avait ni honte ni fierté, juste un homme et une femme, liés par une mélodie ancienne, et une vérité que la musique seule avait su révéler. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est que cette vérité allait les conduire à une décision plus grande encore, une décision qui allait redéfinir leur avenir, leur nom et leur place dans le monde. Le lendemain matin, Paris s'éveilla lentement sous une pluie fine. Les pavés luisaient et la scène semblait plus lourde, comme si elle aussi portait le poids des révélations de la veille. Arthur, pourtant habitué, aux réveils millimétrés, aux appels internationaux à l'aube, n'avait pas fermé l'œil. Il errait dans son immense appartement de verre et d'acier comme un fantôme, les pieds nus sur le parquet froid, serrant la photo de sa mère entre les mains. Cette image bouleversait tout ce qu'il croyait savoir, tout ce qu'il croyait avoir perdu ou jamais eu. Elle s'appelait Maëlys. Il connaissait enfin son prénom. Il le répétait en silence, comme une prière oubliée. Maëlys. Maëlys. Dans une autre pièce, un piano à queue attendait. Noir, lustré, imposant, mais jusqu'alors il n'avait jamais osé l'ouvrir. C'était celui de sa mère, intouché depuis son décès. Un monument à la mémoire figée. Mais ce matin-là, il s'assit, lentement. Il souleva le couvercle et appuya sur une touche, une seule. La note résonna longtemps dans l'appartement vide, puis une autre et encore une. Des tremblements, des hésitations, comme un homme qui apprend à parler à nouveau après une longue amnésie. Chaque son ouvrait une porte, chaque accord réveillait un souvenir. Et au milieu de ce chaos émotionnel, une certitude s'imposait. Il devait changer, pas fuir, pas racheter, mais construire. Dans l'après-midi, Arthur fit ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il annula tout, réunion, rendez-vous, dîner de gala. Il prévint ses associés qu'il prenait un congé indéterminé, leur laissant la responsabilité des affaires. Les réactions furent prévisibles, panique, incompréhension, colère, mais il s'en moquait, son esprit était ailleurs. Il prit une voiture, mais pas celle avec chauffeur. Une location anonyme, il voulait redevenir un homme parmi les autres, pas un nom sur une plaque en or, destination, les quartiers oubliés de Paris, là où les artistes vivent à crédit, où les rêves sont suspendus à des fils trop fins. Là où elle vivait, il avait en tête l'adresse approximative, glanée au détour d'une conversation. Une ruelle derrière un atelier désaffecté, près de la station de métro Belleville. Il marcha longtemps avant de la trouver. Une porte, de bois bleu écaillé, une boîte aux lettres cabossée sur laquelle un simple « M » avait été gravé au couteau. Il frappa. Silence, puis des pas, un loquet. La porte s'entr'ouvrit. Elle était là, démaquillée, fatiguée, surprise. « Je peux entrer ?» demanda-t-il presque timidement. Elle hésita puis s'effaça. Son appartement était minuscule. Un matelas au sol, des partitions partout, des plantes en pot accrochées au mur et le violoncelle, posé dans un coin comme un animal endormi. Arthur resta debout. Il regardait tout avec une curiosité presque enfantine. « Tu vis ici ? Et tu joues comme si tu avais 1000 vies derrière toi. Et toi, tu vis dans un palace, et tu as l'air de n'en avoir vécu aucune, répondit-elle avec une douceur crue. Il sourit, tristement. C'est vrai, mais j'aimerais que ça change. J'aimerais comprendre. Ce lien, toi, moi, ma mère, ce n'est pas un hasard. C'est une seconde chance. Elle le regarda, méfiante, puis alla vers une étagère branlante. Elle en sortit un carnet, relié à la main, ancien. « Ta mère, elle me donnait des leçons, pas de musique, de présence, d'attention. J'étais une enfant instable, trop vive, trop bruyante. Mais elle m'écoutait, elle ouvrit le carnet. À l'intérieur, des lettres, des mots griffonnés, signés d'un CV, Claire Valmont. Elle écrivait pour moi, des pensées, des encouragements. Elle croyait en quelque chose que même moi, je n'arrivais pas à voir. Arthur prit une des lettres,
Sa gorge se serra, l'écriture était familière, douce, équilibrée. Elle parlait de la musique comme d'un refuge, d'une promesse. D'un endroit où les âmes se retrouvent, même après la mort, il ferma les yeux. « Je veux faire quelque chose. Pour elle, pour toi, pour nous. » Maëlys fronça les sourcils. « Quoi? Racheter ce théâtre où tu as joué, le restaurer, le rouvrir, offrir des cours gratuits, des concerts, une académie pour ceux qui, comme toi, comme moi, ont été oubliés. » Elle resta silencieuse. « Je ne veux pas que ce soit mon nom sur la porte. Je veux que ce soit le tien, ou celui de ma mère, ou les deux. » Elle se leva, fit, aux quelques pas, puis tourna le dos. « Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ça, Arthur? » « Parce que j'ai enfin entendu quelque chose d'autre que le bruit du monde. » Elle se retourna lentement. Ses yeux brillaient, mais pas de larmes faciles, pas d'émotion de façade. Et si c'était trop tard, il s'approcha. « Alors je te jouerai chaque note que tu m'as laissée, jusqu'à ce que le silence disparaisse. » Elle s'assit, prit son violoncelle sans un mot, et dans ce minuscule appartement, un concert intime commença, une mélodie pour deux âmes. Une mélodie qui bientôt allait bouleverser bien plus que leur propre vie. Les jours qui suivirent furent marqués par un étrange silence entre eux, pas un silence froid ou distant, plutôt celui des choses profondes, trop lourdes pour être dites à la hâte. Après cette visite impromptue dans le petit appartement de Maëlys, Arthur n'insista pas, il n'imposa rien, il n'acheta rien, il disparut même, laissant à Maëlys le temps et l'espace pour respirer, digérer, comprendre. Mais il avait planté une graine, et cette graine, elle germait. Maëlys recommença à jouer dans la rue. Elle avait retrouvé son autorisation, mystérieusement rétablie sans explication. Elle n'avait pas besoin de demander, elle devinait que c'était lui. Pourtant, il n'était jamais là, ou du moins, elle ne le voyait pas. Un soir, alors que les touristes s'étaient évanouis et que les derniers rayons du soleil glissaient sur les vitres du Louvre, Maëlys jouait seule. La nuit tombait lentement et les sons graves de son violoncelle s'étiraient comme des ombres. Un souffle, une vibration, une histoire racontée sans mots. Et puis, une silhouette apparut. Pas Arthur. Un vieil homme, il portait un chapeau élimé, une écharpe tricotée main et des yeux humides. « Cette musique, elle m'a rappelé ma femme, dit-il. » Maëlys sourit. « Elle est partie depuis 20 ans, mais ce soir, je l'ai entendue rire à travers vos notes. » Elle posa l'archet. Le vieil homme lui tendit un billet froissé, puis recula. « Continuez, mademoiselle, vous réparez des choses qu'on croyait perdues. » Ce soir-là, Maëlys ne rentra pas tout de suite. Elle rangea son violoncelle, puis marcha, sans but. Elle traversa les quais, descendit les escaliers de pierre, longea la Seine. Les taches, un pont l'appelait, les lampadaires chuchotaient. Paris, la nuit, devenait un poème. Et au détour du pont des Arts, elle le vit, Arthur, assis seul sur un banc. Il ne l'avait pas vu. Il fixait l'eau, les épaules voûtées, comme si le monde entier reposait sur elle. Elle s'approcha. « Tu espérais que je passe par là ?» Il sursauta, surpris, puis sourit. Un sourire honnête, fatigué mais honnête. « Je crois que j'espérais juste entendre ta voix. » Ils restèrent là, longtemps, à regarder l'eau couler, à respirer le même silence. Puis il parla. « J'ai acheté un théâtre. » Elle le regarda, les sourcils froncés. « Pourquoi? Parce que j'en ai assez de tout posséder sans rien partager. » Elle hocha lentement la tête. « Et tu veux que je fasse quoi? Que tu l'habites, que tu le transformes, que tu y fasses pousser des arbres invisibles, que tu y élèves des musiques qui guérissent. » Elle se mit à rire. Un rire pur, cristallin. « Tu ne sais même pas si je suis capable de diriger quoi que ce soit. Je sais que tu es capable d'aimer. C'est suffisant pour construire un monde entier. » Elle baissa les yeux. « Et toi, tu vas fuir dès que ça devient réel ?» Il secoua la tête. « J'ai fui toute ma vie. Cette fois, je reste. » Elle prit une profonde inspiration, puis s'assit. À côté de lui. « Tu as dit que tu jouais du piano, non ?» Il sourit. « À mes heures perdues. » Elles ne le sont plus. Ces heures. Elles sont à nous maintenant. Ils se regardèrent lentement, lentement, un baiser suspendu. Mais avant que leurs lèvres ne se touchent,
Un bruit de téléphone, une sonnerie stridente. Arthur hésita, regarda l'écran, puis l'éteignit, elle lui. On prit la main, et pour la première fois, dans cette ville immense et indifférente, deux âmes trouvèrent un tempo commun, une pulsation partagée, une note tenue dans l'obscurité. Le lendemain, le ciel était d'un gris tendre, comme si Paris elle-même voulait leur offrir un moment de calme suspendu. Maëlys ouvrit les volets de son petit studio et découvrit un bouquet posé sur le rebord de la fenêtre. Pas de carte, juste un brin de lavande séché, une touche de piano manuscrite roulée autour de la tige, et un mot griffonné pour l'archet qui réveille les cœurs. Elle sourit sans trop savoir si elle devait être touchée ou sur ses gardes. Il avait promis de ne pas l'étouffer, de ne pas la sauver. Il tenait parole. Tout était dans les détails, invisible pour le monde, mais visible pour elle. Dans les jours qui suivirent, Arthur continua à disparaître, mais jamais tout à fait. Elle sentait sa présence dans les silences de la ville. Une jeune fille lui apporta une housse neuve pour son violoncelle, payée en liquide, offerte par un admirateur inconnu. Une vieille dame lui proposa une salle de répétition gratuite. Au sous-sol d'un ancien conservatoire désaffecté, quelqu'un a couvert les frais. Et puis il y eut cette nuit. Une pluie fine avait commencé à tomber. Les rues brillaient comme du verre liquide. Maëlys rentrait de son dernier morceau, trempé, quand elle le vit. Arthur, seul, sous un parapluie noir, l'attendait devant son immeuble. « Tu vas prendre froid, dit-elle. « J'espère, répondit-il. Ça voudra dire que je suis encore vivant. » Elle leva les yeux au ciel, amusée et attendrie. « Entre. » Il entra. L'odeur du thé au jasmin emplit l'air. Ils s'assirent sur le tapis, pieds nus, face à face, sans lampe. Seulement éclairé par les lampadaires filtrant à travers la fenêtre, Arthur regarda autour de lui. Ce lieu te ressemble, modeste mais indomptable. Maëlys servit le thé. C'est ici que je compose, que je tombe, que je me relève. Est-ce que je peux entendre ce que tu n'as jamais joué dehors? Elle resta silencieuse. Puis hocha la tête. Elle prit son violoncelle, s'installa. L'instrument semblait s'ancrer dans son corps, comme une extension de son souffle. Et elle joua. Une composition inédite, infiniment douce, presque fragile. Comme si chaque note cherchait à se faire pardonner d'exister. Arthur ferma les yeux. Il ne voyait plus la pièce. Il était ailleurs, dans un souvenir qui n'existait pas. Une enfance qu'il aurait voulu avoir. Quand elle eut fini, il n'applaudit pas. Il pleura, silencieusement. Les larmes roulèrent sans bruit. Et elle ne dit rien. Elle vint simplement s'asseoir près de lui. « Tu n'es pas obligé de porter tout seul ce que personne ne t'a appris à déposer. » Il la regarda, bouleversé. « J'ai toujours cru que l'amour, c'était un luxe que seuls les autres pouvaient s'offrir. » Elle sourit. « Ce n'est pas un luxe. C'est un risque. » Ils restèrent là, front contre front, cœur contre cœur. Et quand enfin leurs lèvres se touchèrent, ce ne fut pas une explosion. C'était un apaisement. Comme deux rivières qui se rejoignent sans faire de bruit, mais qui savent qu'elles ne seront plus jamais seules. Mais alors que la pluie s'intensifiait au dehors, un éclair illumina la pièce, suivi d'une vibration. Le téléphone d'Arthur, posé à l'entrée, s'illuminait dans le noir. Un appel entrant, non affiché, père. Et dans cette lumière froide, le passé frappa à la porte. La sonnerie persistante du téléphone fendit le silence fragile qu'ils avaient tissé entre deux battements de cœur. Arthur resta figé. Maëlys recula légèrement, les yeux soudain inquiets. Elle sentait, sans même savoir pourquoi, que ce nom affiché « Père » n'était pas un simple appel. C'était une fissure, une ancienne faille prête à se rouvrir. Il ne décrocha pas, mais il se leva, se dirigea lentement vers le téléphone et l'éteignit. « Tout va bien ?» demanda-t-elle à voix basse. Il fit un signe de tête, mais son regard n'était déjà plus dans la pièce. Il était ailleurs, happé par une tempête invisible. Le lendemain matin, le monde avait changé. Des photos apparurent sur les réseaux. Floues, capturées la veille dans la ruelle. On y voyait Maëlys ouvrir la porte à Arthur, puis refermer derrière lui. Les titres étaient violents, déformés. La musicienne des rues et le magnate du luxe, un conte moderne ou une manipulation
bien orchestrées. Elle les vit en arrivant sur la place où elle jouait chaque jour. Un attroupement de curieux remplaçait le public habituel. Des téléobjectifs, des micros tendus, des voix bruyantes qui demandaient si elle savait qui elle avait conquis. « Comment vous l'avez rencontré? Est-ce vrai que vous viviez dans la rue? Est-ce une stratégie de carrière ?» Maëlys recula, le souffle court. Le violoncelle battait contre sa hanche, trop lourd soudain. Une main bienveillante, celle du vieux libraire du coin, l'aida à fuir par une porte arrière. Dans son studio, elle tremblait. Elle n'avait rien demandé de tout ça. Elle n'avait rien volé, rien joué. Juste aimé. À sa manière, maladroite, honnête, elle appela Arthur, pas de réponse, elle écrivit aucune lecture. Puis elle vit. Sur le site du journal économique Capital, un communiqué officiel. Arthur Valmont prend temporairement ses distances avec ses fonctions de PDG, suite à une période de réflexion personnelle. Et plus bas, il nie tout projet, relationnel ou engagement affectif en cours. Ses doigts glissèrent lentement le long de l'écran. Elle ne ressentit ni colère, ni peine, mais un froid glacial. Une solitude qui hurlait sans bruit. Quelques jours plus tard, elle reçut un courrier officiel de la mairie de Paris. L'autorisation de jouer sur les espaces publics avait été suspendue. Motif: trouble à l'ordre public, risque de débordement médiatique. Maëlys s'effondra. Elle n'avait plus scène, plus public, plus de rue. Elle descendit ses rideaux, coupa son téléphone, ne parla plus à personne. Arthur, de son côté, s'était replié dans une de ses propriétés en Bourgogne. Une maison trop grande, trop vide. Il passait ses journées à regarder le même vieux film muet projeté sur un mur blanc. Un film que sa mère adorait, où un pianiste tombait amoureux d'une chanteuse sourde. Ne mangeait plus, ne dormait plus. Il relisait encore et encore la dernière phrase que Maëlys lui avait envoyée. « Tu disais que je t'avais réveillé. Alors pourquoi choisis-tu à nouveau le sommeil ?» Mais il n'osait pas répondre, car son père était venu en personne. « Tu as été faible, Arthur. Tu as tout risqué pour une femme sans nom. »« Elle a un nom, » avait-il répondu. « Oui, mais aucun titre. Et ça, dans notre monde, c'est ce qui tue. » Le patriarche avait tout orchestré. Les fuites, la presse, l'interdiction, pour le protéger, pour le ramener à la raison, Arthur avait cédé, il s'était tu, il avait trahi, et maintenant il vivait avec ça. Mais au fond de lui, quelque chose grandissait. Une colère froide, une volonté nouvelle, car Maëlys n'avait jamais demandé de sauver le monde, seulement d'être vu, et il l'avait regardé, pour ensuite fermer les yeux. Alors il alluma à nouveau son téléphone et découvrit une vidéo, celle qui allait tout bouleverser, une vieille bande VHS numérisée, publiée par un ancien professeur de conservatoire, une archive d'un petit récital d'élèves, 20 ans plus tôt. Et là, il la vit. Petite, fine, à peine 10 ans, un violoncelle plus grand qu'elle, jouant cette mélodie. Et juste derrière, au fond de la salle, sa mère, en larmes, debout, applaudissant. Maëlys et sa mère s'étaient connus. La caméra trembla, Arthur chancela, et dans ce tremblement, quelque chose en lui se brisa, ou peut-être se répara. Mais une chose était sûre, ce n'était plus le moment du silence, c'était le moment de parler, et ce qu'il allait découvrir en confrontant son père allait tout changer. Encore une fois, le ciel au-dessus de Paris semblait hésiter entre la pluie et la clarté. Un voile gris recouvrait les toits, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Arthur descendit lentement les marches de pierre de la maison familiale, celle de son enfance. Chaque craquement sous ses pas réveillait des souvenirs qu'il avait préféré oublier. Son père l'attendait dans le bureau. L'endroit n'avait pas changé depuis qu'il était enfant. Les boiseries sombres, l'odeur de cuir, les livres épais qui n'avaient jamais été ouverts. C'était une pièce conçue pour imposer le silence. Mais cette fois, Arthur ne voulait plus se taire. Il posa la cassette sur le bureau, entre eux deux. Tu savais, le vieil homme, élégant, impassible, croisa les doigts.
Je savais quoi? Que Maëlys et maman s'étaient connues, qu'elles jouaient cette musique, que ce n'était pas une coïncidence, un silence, puis un soupir presque inaudible. Ton cœur t'égare, Arthur. Tu cherches des liens, là où il n'y a que des accidents. Arthur fit jouer la cassette sur le lecteur, branché à un petit écran portable. La mélodie emplit la pièce douce, tremblante. La voix de l'enfance, puis l'image. Maëlys, 10 ans, concentrée, et au fond, la mère d'Arthur, debout, les mains jointes, les yeux embués. « Tu veux me faire croire que c'est un hasard ?» Le père détourna les yeux, et pour la première fois, sa voix vacilla. « Elle m'a supplié, tu sais, ta mère. Quand elle est tombée malade, elle voulait revoir cet enfant. Elle disait qu'elle était la promesse de quelque chose de beau. » Je n'ai pas compris. Je croyais que c'était le délire d'une femme affaiblie. Je lui ai interdit de la revoir. Je pensais la protéger. Et toi aussi. Arthur sentit sa gorge se serrer. Et tu as enterré cette promesse, comme tout le reste. Tu aurais dû l'oublier, Arthur, comme moi j'ai appris à le faire. Mais moi je l'aime. Cette phrase resta suspendue, tranchante, irréversible. Le vieil homme ne répondit pas. Il tourna lentement la tête vers la fenêtre, fixant l'horizon. Un homme habitué à la guerre des silences. Arthur quitta la pièce sans un mot de plus. Il savait maintenant ce qu'il avait à faire. À Paris, Maëlys ne sortait plus. Le monde extérieur lui faisait peur. Le moindre son dans le couloir, le bruit d'un klaxon, la vibration d'un téléphone. Tout semblait hostile. Son violoncelle était resté dans son étui, muet comme elle. Mais ce matin-là, un courrier glissa sous sa porte. Une invitation. Simple, manuscrite. Ce soir, 20h, salle Gaveau. Programme. Solo pour violoncelle. Votre place est réservée. Elle faillit la jeter. Mais quelque chose dans la courbe des lettres, dans l'absence de signature, la retint, et à 19h45, vêtue d'une robe noire qu'elle n'avait pas sortie depuis des mois, elle franchit la porte de la salle. Les lumières étaient tamisées, la salle presque vide, à l'exception de quelques silhouettes, et sur la scène, un unique projecteur. Elle s'assit, le cœur battant. À 20h précises, les lumières s'éteignirent. Un homme entra sur scène. Ce n'était pas un musicien, c'était Arthur. Il s'approcha du micro, en silence. Puis d'une voix rauque, il dit « Cette mélodie m'a sauvé la vie 2 fois. La première fois, c'était il y a 20 ans. Je l'ignorais. La seconde, c'était il y a quelques semaines, quand elle l'a jouée pour moi devant le Louvre. J'ai trahi cette musique, j'ai trahi celle qui l'a jouée, mais ce soir, je veux qu'elle sache que je suis prêt à tout pour l'entendre à nouveau. Et pour elle, je laisse tout. » Il se retira. Et dans le silence qui suivit, Maëlys sentit ses jambes trembler. Quelqu'un lui tendit un violoncelle, son propre instrument. Elle comprit. C'était à elle de jouer. Elle monta sur scène. Ses mains frôlèrent les cordes, et dans ce souffle suspendu, elle joua, mais à la dernière note, quelque chose l'arrêta. Au fond de la salle, une silhouette se leva, quelqu'un qu'elle n'avait pas vu depuis des années et qui portait dans ses mains une photo froissée de son enfance. Quelqu'un qui allait lui révéler un dernier secret. La lumière se figea autour d'elle, découpant sa silhouette fragile dans la pénombre dorée de la salle Gaveau. L'archet encore suspendu dans les airs, Maëlys resta immobile. Chaque respiration du public semblait en attente. Mais ce n'était plus le silence d'admiration, c'était celui de la stupeur. La silhouette au fond de la salle s'avançait lentement dans l'allée centrale. Lente comme si chaque pas pesait d'années d'absence. Elle portait un manteau ancien, démodé, usé. Dans ses mains tremblantes, un petit cadre en bois clair. Et dans ce cadre, une photographie délavée. Une petite fille aux boucles brunes, un violoncelle entre les genoux, le regard baissé, concentré, et derrière elle, une femme aux traits familiers, tendrement penchée. Les battements du cœur de Maëlys s'accélérèrent brutalement. Elle descendit de la scène, les yeux fixés sur cette inconnue, ou plutôt cette étrangère que son corps reconnaissait avant même sa mémoire. Maëlys. La voix était rauque, brisée, comme si elle n'avait plus servi depuis des années. Maëlys s'arrêta à 2 pas. « Qui êtes-vous »
Je suis celle qui n'a jamais cessé de penser à toi, même quand on m'a interdit de le faire. » La femme tendit la photo. Maëlys la saisit, les mains tremblantes. C'était bien elle, cette robe, ce nœud dans les cheveux, cette salle de musique du foyer. Mais cette femme, elle n'était pas simplement une bienfaitrice, pas une professeure, ni une tutrice. Tu es ta mère biologique. Un vertige la saisit. Le sol sembla fuir sous ses pieds. Des murmures parcoururent la salle, mais plus rien n'existait autour. Elle vacilla et ce fut Arthur qui la rattrapa. « Je ne comprends pas. » La femme, les yeux pleins de larmes, reprit doucement. « J'étais jeune, j'étais malade. Tes grands-parents ont refusé que je t'élève. On m'a dit que je ne survivrais pas à l'accouchement. Alors j'ai signé. Mais je n'ai jamais cessé de t'aimer. Jamais. » Maëlys recula secouée. « Pourquoi maintenant? Pourquoi revenir après tout ce temps? Parce que quelqu'un m'a retrouvée. Quelqu'un qui voulait offrir une réponse. » Elle tourna les yeux vers Arthur. Il baissa la tête. « Quand j'ai vu cette vidéo, quand j'ai compris qui tu étais vraiment, j'ai tout fait pour la retrouver. Je voulais te rendre ce que le monde t'avait volé. » Maëlys sentit une colère sourde monter, une tempête confuse. « Et tu t'es cru en droit de jouer avec mon passé, de fouiller mes blessures? Tu voulais quoi? M'acheter avec une salle de concert? Un nom? Un miracle enrobé d'émotion? » Elle criait maintenant. Sa voix fendait le silence comme un cri de corde. « Maëlys, je voulais t'aider. Tu ne m'as pas aidé. Tu m'as enfermé dans un conte que je n'ai jamais demandé. À vivre. » Sa mère fit un pas vers elle, mais elle recula encore. « J'ai mis des années à me construire, à survivre. Et là, vous arrivez tous les deux avec des vérités trop lourdes, des regrets, des gestes tendres. Trop tard. Trop. » Arthur tenta de poser une main sur son épaule. Elle l'écarta violemment. « Je ne suis pas un projet à réparer. Je ne suis pas votre rédemption. » Elle jeta la photo au sol et s'enfuit hors de la salle, la robe noire flottant derrière elle comme une ombre déchirée. Arthur la suivit. Mais au moment de franchir la porte, il s'arrêta. Il se retourna vers la femme. « Je suis désolé, je croyais faire bien. Je ne sais plus quoi faire maintenant. » Elle lui répondit d'un simple regard. Et ce fut dans cette salle vide, pleine d'échos brisés, que retentit à nouveau tout. Au fond, un son sourd, celui du cadre en bois qui se brisa sous un pas. Et ce pas-là n'était pas celui de Maëlys. C'était un pas d'homme, rapide, nerveux, venu de l'entrée arrière de la salle. Un homme en costume gris, essoufflé, tenant un dossier à la main. Il s'approcha d'Arthur, le regard dur. « Monsieur de la Tour, je dois vous parler immédiatement. » « C'est à propos de Maëlys. » Arthur pâlit. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?» L'homme hésita, puis tendit le dossier. « Il y a eu une enquête, et vous devez savoir, elle est en danger. » La pluie tombait drue sur les pavés de la rue, de Courcelles, formant des flaques noires et glaciales, dans lesquelles les phares des voitures dessinaient des éclats fantomatiques. Maëlys marchait vite, ses talons claquant contre la pierre, ses mains tremblantes enfouies dans les poches de son manteau, son violoncelle toujours accroché dans son dos comme un fardeau trop lourd. Elle ne savait pas où elle allait. Elle fuyait tout simplement, elle fuyait Arthur, cette mère revenue d'outre-tombe, cette salle pleine d'yeux, de murmures, de vérités révélées trop brutalement. Elle fuyait sa propre colère, ses larmes qui menaçaient de tomber, son cœur qui hurlait sans trouver d'issue. Elle tourna au coin de la rue, s'enfonça dans un passage couvert, puis dans une impasse qu'elle connaissait depuis l'enfance, un endroit où elle venait jouer quand elle voulait disparaître. Là, enfin, à l'abri du monde, elle s'effondra. Le dos contre le mur, le regard vers le ciel sale, elle laissa couler tout ce qu'elle avait retenu depuis des années. Les larmes, les sanglots, les pourquoi, les si seulement, les trop tard. Mais ce qu'elle ne vit pas, c'est l'ombre qu'il observait de l'autre côté de l'impasse. Un homme, grand, silencieux, trop silencieux. Au même moment, dans la salle de concert désormais vide, Arthur restait figé devant l'homme au costume gris. Le dossier entre les mains tremblantes, il lut les premières lignes. Un frisson glacé lui remonta l'échine. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-il, la voix étranglée. « Une enquête privée sur son passé, son adoption et sur des éléments récents très inquiétants.
Inquiétant comment? Quelqu'un la suit. Depuis plusieurs semaines. Quelqu'un que vous connaissez. Un homme lié à l'ancien orphelinat. Un nom est revenu. Répété plusieurs fois dans nos recherches, il tourna la page. Une photo en noir et blanc tomba sur le sol. Arthur la ramassa. Son cœur se figea. C'est impossible. Non, monsieur Delatour, il est bien vivant. Et il est à Paris. Arthur recula d'un pas. Elle est seule. Je dois la retrouver. Il prit son manteau en hâte, la gorge nouée par une peur viscérale. Pas une peur rationnelle, une peur animale, sourde, insidieuse, celle qu'on ressent quand on sait que quelqu'un nous observe dans l'obscurité, celle que Maëlys avait ressentie plusieurs fois ces dernières semaines, mais qu'elle avait toujours mise sur le compte de son imagination. Dans l'impasse, la pluie avait cessé. Maëlys, fatiguée, essuya ses joues trempées. Elle sortit son téléphone. Aucune réponse d'Arthur, aucun message, juste un écran. Vide comme sa tête, elle s'apprêtait à rebrousser chemin quand un frisson remonta le long de sa nuque. Quelque chose ou quelqu'un venait de bouger derrière elle. Elle se retourna brusquement. Personne. Mais en baissant les yeux, elle vit une empreinte de pas dans la flaque à ses pieds. Fraîche, récente, pas la sienne. Elle n'était plus seule. Elle recula doucement. Les murs de l'impasse se resserraient. Le silence devenait oppressant. Même la ville semblait avoir retenu son souffle, puis une voix rauque, sortie de nulle part, brisa l'air. « Tu joues toujours aussi bien, Maëlys !» Elle se figea. Cette voix, elle ne l'avait pas entendue depuis des années, pas depuis l'enfance. Une voix qui lui glaçait le sang et que même le temps n'avait pas pu effacer. « Non !» murmura-t-elle. « Ça ne peut pas être. » Une silhouette émergea lentement de l'ombre, grand, maigre, un sourire fendu sur un visage déformé par le temps. « Tu ne m'as pas reconnu, petite étoile ?»« Moi, je t'ai toujours reconnu. » Elle hurla, et dans le hurlement se mêlaient la peur, la mémoire, et l'enfance qu'on lui avait volée. Mais personne ne l'entendit, du moins, pas encore. Le hurlement de Maëlys se perdit dans le tumulte lointain de la ville, étouffé par la pluie redevenue fine, comme si le ciel lui-même hésitait à témoigner de ce qui venait de se produire. L'homme s'avança, sortant lentement de l'ombre, révélant un visage que Maëlys n'aurait jamais voulu revoir, un visage gravé dans ses cauchemars d'enfant, un visage de silence et de terreur. Il s'appelait Lambert, ancien surveillant dans l'orphelinat où elle avait passé les premières années de sa vie. Une silhouette autoritaire, froide, qui s'était toujours tenue en retrait mais dont la présence suffisait à faire taire les rires et courber les épaules. Elle le croyait mort. On lui avait dit qu'il avait disparu, que l'établissement avait été fermé. Elle avait fini par le rayer de sa mémoire, convaincue qu'il appartenait à un monde révolu. Mais là, devant elle, son regard brillait d'une lueur malsaine, et son sourire semblait avoir grandi dans l'ombre de ses souvenirs. « Tu m'as manqué, Maëlys, tu étais spéciale même à l'époque. Et regarde-toi maintenant, une artiste, une petite star. Tu n'as pas le droit d'être là, balbutia-t-elle, le cœur au bord de l'explosion. Oh, mais j'ai toujours été là, à distance, à observer, à écouter ta musique. » Elle recula. Chaque pas qu'elle faisait la rapprochait d'un mur invisible. Elle ne pouvait pas courir, pas encore. Elle avait besoin de comprendre. Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Il rit. Un rire cassé, grinçant. Ce que je veux, rien de matériel. Je veux simplement terminer ce que j'ai commencé. Il y a longtemps. Tu étais parti trop tôt. À ce moment précis, un bruit de pas précipité résonna à l'entrée de l'impasse. Maëlys tourna la tête, Arthur point essoufflé, trempé, les yeux fous. « Maëlys !» Elle hurla de nouveau, mais cette fois, ce n'était plus un cri de terreur. C'était un appel à la vie. Arthur s'élança, bousculant Lambert d'un geste brutal. Le choc fit trébucher l'homme, qui s'écrasa lourdement contre le mur. Dans la confusion, Maëlys sentit une main la tirer en arrière. C'était Arthur. Il la serrait contre lui, ses bras autour de ses épaules, comme pour recoller les morceaux brisés de son âme.
Tu n'as rien, murmura-t-il, le front contre le sien. Je suis là, c'est fini, mais ce n'était pas fini. Derrière eux, Lambert se relevait lentement, le regard noirci par la haine. Il sortit un couteau de sa veste, un éclat de métal sous la lumière des lampadaires. Son souffle était rauque, animal. Arthur s'interposa, le regard fixé sur l'arme, le corps tendu comme un fil prêt à rompre. « Si tu la touches encore une seule fois, tu n'étais pas là, toi. Tu ne sais rien d'elle. Tu crois que tu peux l'aimer, la protéger? Tu arrives trop tard, mais soudain, une voix surgit de l'autre côté de l'impasse. « Police !» ne bougez plus. Des gyrophares baignèrent la scène d'une lumière bleue tremblante, des pas précipités, des hommes en uniforme. Lambert fit volte-face, prêt à fuir, mais un policier le plaqua au sol, le genou dans le dos. Il hurla, mais cette fois, ce n'était plus Maëlys qui criait. Elle était restée figée dans les bras d'Arthur, incapable de parler, incapable de pleurer, juste là, présente, vivante. Un officier s'approcha. « Mademoiselle, vous êtes en sécurité, maintenant. C'est lui que vous avez décrit au commissariat du 8e, le harceleur. » Elle hocha la tête en silence. Arthur regarda le policier, surpris. « Tu es allé porter plainte? Tu ne m'as rien dit? J'avais trop peur que ce ne soit rien. Que ce soit moi le problème, que je devienne folle. » « Tu n'es pas folle, Maëlys, tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. » Elle ferma les yeux, appuya sa tête contre son torse. Le monde pouvait bien s'écrouler autour d'eux. Pour l'instant, il n'y avait plus que le silence. Un silence doux, rassurant, un silence de fin de tempête. Mais dans l'obscurité du fourgon de police, alors que Lambert était emmené, il murmura quelque chose que seul l'officier à ses côtés entendit. « Elle n'est pas celle qu'elle croit être. » Le policier fronça les sourcils. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Lambert sourit. « Demandez à sa mère. La vraie. » Et d'un regard glacé, il ajouta « Tout ça, ce n'était que le début. » Le jour suivant fut un long mirage, de silence pesant et de regards évités. Paris s'était réveillé sous un ciel couleur ivoire, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Maëlys était rentrée chez elle avec Arthur, mais aucun des deux n'avait trouvé le sommeil. Le souvenir de Lambert rôdait dans chaque recoin de leur esprit. Pourtant, ce n'était pas la peur qui l'habitait le plus ce matin-là, mais le dernier mot que Lambert avait prononcé, comme une lame laissée dans l'air. Demandez à sa mère. La vraie? Assise dans la petite cuisine de son appartement, Maëlys serrait entre ses mains une tasse de thé devenue froide. Arthur, accoudé à la fenêtre, regardait les passants en silence, cherchant dans le brouhaha de la ville une distraction à ce qu'il venait d'apprendre. Il se tourna vers elle. « Tu veux que je t'accompagne ?» Elle secoua la tête. Il comprit sans un mot. Il fallait qu'elle y aille seule. Elle se rendit dans le 18e arrondissement, au foyer où elle avait passé ses premières années. La bâtisse avait été réhabilitée depuis, transformée en centre social. Mais en poussant la porte, l'odeur de désinfectant et de papier humide la ramena brusquement en arrière. La secrétaire, une femme d'un certain âge aux cheveux tirés en chignon, leva les yeux. « Bonjour, je cherche des informations sur mon dossier d'adoption. » Le regard de la femme se fit prudent. « Nom complet? Maëlys Delcourt. Née le 11 mars 1996. Placée ici jusqu'en 2003, elle tapota sur son clavier, puis sortit un classeur aux bords usés. Après quelques minutes de recherche, elle leva lentement les yeux. « Votre dossier est scellé, par décision judiciaire. Seule une demande officielle peut autoriser son ouverture. Je veux juste savoir. Qui est ma mère ?» Un silence. « Je suis désolé, mademoiselle. Je ne peux rien vous dire. » Maëlys sentit une rage sourde monter en elle. Lambert savait. Pourquoi lui et pas elle? Pourquoi ce secret, encore, toujours, comme une main invisible? Qui lui liait les poignets? Elle quitta le centre en tremblant, mais elle n'abandonna pas. Elle passa la journée à fouiller, à appeler, à demander à des anciens employés, à d'anciens enfants placés. Un nom revint, encore et encore. Un seul, Sophie Bessières, une éducatrice disparue du jour au lendemain, et dont certains murmuraient qu'elle avait été plus qu'une simple employée.
Maëlys remonta la piste. Elle retrouva une adresse à Montrouge. Une vieille maison aux volets bleus délavés. Elle frappa. La porte s'ouvrit lentement. Une femme apparut, les cheveux gris, le visage marqué mais doux. Ses yeux s'élargirent à la vue de Maëlys, comme si un fantôme du passé venait de se matérialiser. « C'est toi? Vous me connaissez ?» demanda Maëlys, la voix brisée. « Bien sûr que je te connais. Je t'ai porté, je t'ai chanté des berceuses quand tu avais de la fièvre. Je t'ai regardé dormir avec la peur que le monde t'arrache à moi, un vertige. Vous êtes ma mère ?» La femme hocha la tête. « Je n'ai jamais voulu t'abandonner. On me l'a imposé. Parce que j'étais jeune, parce que j'étais seule, parce que j'avais aimé le mauvais homme. » « Lambert ?» Elle ferma les yeux. Un frisson la traversa. « C'était ton père. » Tout s'écroula. Le monde, l'air, le sol. Maëlys recula d'un pas, comme si ses mots avaient eu une force physique. Elle ne pouvait pas, elle ne voulait pas croire ça. Non, non, ce n'est pas possible. Je t'en supplie, laisse-moi t'expliquer. Mais la voix de la femme se perdait déjà dans le tumulte intérieur de Maëlys. Elle courut. Elle fuyait comme on fuit un incendie. Ses jambes la portèrent jusqu'à un parc désert, où elle s'effondra sous un arbre, en pleurs. Le violoncelle, le Louvre, Arthur. Tout avait un goût d'illusion maintenant. Mais dans le lointain, une silhouette s'approcha. Une voix douce, connue. Maëlys, Arthur. Il s'assit à côté d'elle sans dire un mot. Il attendit qu'elle parle, qu'elle crache la douleur. C'est lui, c'est Lambert, mon père. Il ne dit rien. Elle tourna les yeux vers lui. Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça? Comment je peux continuer à vivre avec ce poison dans mes veines? Arthur prit sa main. En te souvenant que tu es plus que ton passé, que tu es la femme que j'ai rencontrée devant le Louvre, la musicienne qui fait pleurer des inconnus, pas la fille d'un monstre. Elle ferma les yeux, et dans ce silence, une certitude naquit, fragile mais tenace. Elle allait jouer, encore, demain, devant le Louvre. Mais cette fois, ce ne serait pas pour survivre, ce serait pour renaître. Le lendemain matin, Paris semblait baigné dans une lumière nouvelle. Les pavés du parvis du Louvre luisaient encore de la pluie tombée dans la nuit, et l'air portait cette clarté fraîche que seul un renouveau intérieur peut faire ressentir. La ville était la même, et pourtant, tout avait changé pour... Maëlys Pain, elle s'était levée tôt, réveillée non pas par l'angoisse ou le doute, mais par un élan intérieur. Un appel à se réapproprier son histoire, à donner un sens à tout ce qui avait été brisé. Elle avait passé la nuit à parler avec Arthur, à pleurer, à rire même, entre les silences lourds de vérités trop longtemps enfouies. Il n'avait pas trouvé toutes les réponses. Mais ils s'étaient trouvés, l'un dans l'autre, comme deux rescapés d'un même naufrage. Maëlys coiffa doucement ses boucles sombres, enfila un manteau couleur olive et d'un geste presque cérémoniel, prit son violoncelle. Il n'avait jamais semblé aussi léger. Lorsqu'elle arriva devant le Louvre, le soleil perçait à travers les nuages, dessinant une aura dorée autour des statues de pierre. Quelques touristes déjà prenaient des photos. Un petit garçon, fasciné, pointait du doigt le grand instrument qu'elle installait. Elle s'assit, régla la pique, ferma les yeux. Puis, elle joua. Ce n'était plus un cri de détresse. C'était une offrande, une manière de dire au monde « Je suis encore là, malgré tout, à cause de tout ». Les passants s'arrêtaient, un par un. Un cercle se forma autour d'elle comme un cocon silencieux. Et au cœur de ce silence, le son du violoncelle vibrait avec une tendresse déchirante. Chaque note racontait une partie de son histoire, l'abandon, la rage, la résilience. L'amour retrouvé. Elle ne vit pas Arthur approcher, mais elle sentit sa présence, et quand elle ouvrit les yeux à la fin du morceau, il était là, à genoux devant elle, une bague fine dans une petite boîte noire, les yeux brillants. Tu n'es pas obligé de dire oui maintenant, mais je voulais que tu saches, je ne partirai plus, pas tant que tu me laisseras rester. Elle rit à travers ses larmes, incapable de parler. Elle se jeta dans ses bras. Autour d'eux, les passants applaudirent sans même savoir pourquoi. Quelque chose dans l'air avait changé.
une mélodie de vérité et de renaissance. Maëlys garda contact avec Sophie, sa mère biologique. Elles prirent le temps de reconstruire, lentement, et chaque dimanche, Sophie venait écouter sa fille jouer. Lambert, quant à lui, fut arrêté quelques semaines plus tard grâce à un témoignage inattendu d'un ancien complice. La boucle était bouclée, mais ce n'est pas là que l'histoire s'arrête. Car chaque matin, quand Maëlys posait son violoncelle devant le Louvre, elle savait qu'elle n'était plus une inconnue parmi la foule. Elle était celle qui avait fait pleurer un milliardaire, celle qui avait survécu à l'indicible, celle qui un jour avait transformé une mélodie oubliée en hymne de liberté.